Bonjour. On vous propose de démarrer sur cette conférence table ronde autour de l'usage des cobots et en particulier sur comment obtenir un ROI rapide. Je vais attendre quelques secondes d'installation. Ok, donc nos amis les cobots, les AGV, les AMR. Vous les connaissez peut-être déjà. Ce sont des nouvelles solutions support à l'automatisation, en particulier avec le spectre coopératif, par comparaison avec les solutions classiques type Kobo. Donc la question, type robot, pardon. La question se pose de l'optimisation de ces investissements. Donc classiquement sur des robots, on les utilise pour optimiser les coûts de production, on les utilise aussi pour on va dire adresser les questions qualité et optimiser ces sujets qualité. On les utilise encore pour tout ce qui est maladies professionnelles, troubles musculo-squelettiques. Donc là, on est sur des spectres classiques. Les cobots et AMR, AGV offrent de nouveaux spectres. Si on prend les AGV, les AMR, alors dans cette conférence, on a volontairement utilisé le terme AGV qui est Autonomous Guided Vehicle. Qui sont des robots en fait qui se déplacent suivant une ligne, une trajectoire bien précise qui a été marquée au sol soit par des bandes magnétiques ou optiques. Maintenant, quand on va plus vers l'industrie du futur, on parle d'AMR qui sont des petits robots qui se déplacent suivant une cartographie qu'on aura préeffectuée. Donc on cartographie l'environnement et puis grâce à des points de localisation, on peut l'envoyer à droite à gauche et automatiquement il va se créer sa trajectoire en évitant les obstacles. Alors, les cobots et AGV AMR offrent de nouveaux spectres, en particulier pour optimiser la gestion des flux et les gains d'espace. Ils nous offrent plus de marge de manœuvre pour tout ce qui est scalabilité, en particulier sur le capacitaire, mais aussi pour adresser les questions qualité. Et puis, il y a des choses qui sont peut-être moins facilement valorisées aujourd'hui, comme tout ce qui est temps de traversée, takt time et la gestion des délais dans nos milieux industriels. On va en reparler. Donc pour ça, aujourd'hui, nous sommes 4. Nous allons nous présenter. Donc moi-même, Laurent Aguenier, je fais partie de WeNetwork. On va vous présenter WeNetwork. J'ai eu l'occasion de piloter un groupe de travail autour de l'accélération de la diffusion de cobots dans l'industrie électronique. Donc concrètement, on met autour de la table des confrères et on identifie des cas d'usage pour accélérer l'utilisation de ces machines. Je suis Jean-François Gouinot, donc pendant de Laurent côté plutôt IT et puis accélération aussi des AGV AMR dans l'industrie électronique par l'intermédiaire d'un projet de 2 ans qui s'est terminé cet été et puis maintenant par des expertises chez les industriels. Bonjour, donc je suis Frédéric Issali, responsable produit ProLink, donc, qui est une nouvelle variété d'AGV qu'on a appelé des Mobile Programmable Cobot. On vous expliquera ça après. Et donc j'interviens dans le cadre d'un projet qu'on a réalisé avec Olivier sur ces thématiques-là il y a 2 ans. C'est bon. Je suis Olivier Bouillet, responsable technique au sein du groupe Eolan. Donc je travaille pour la région centre. On travaille par région chez Eolan et donc je travaille pour deux sites, le site d'Angers et le site de Combray au nord de Segré. Voilà. Et moi j'ai mis en place une application cobotique MPC sur le site d'Angers et on va vous expliquer tout ça. Alors WeNetwork, qui c'est d'abord des gens qui croient tous que la transformation digitale c'est l'avenir de l'industrie. Alors pour ça, en fait, on a créé donc un CRT pour que chaque dirigeant puisse s'appuyer sur un tiers de confiance. On a un modèle associatif, on est tiers de confiance par rapport à tous les industriels qui proposent des solutions et puis tous les industriels avec lesquels on travaille, à la fois sur des systèmes intelligents donc qui vont être de l'accompagnement à des industriels qui créent des produits. Et puis, côté production, on accompagne aussi des entreprises dans l'électronique principalement pour les aider à aller vers la digitalisation. Voilà, donc on est centre de ressources technologiques et pour ça, en fait, on s'appuie, donc on a des personnes qui font de l'expertise
qui font aussi, on a une ligne de production qui permet de tester ce qu'on va dire, de la formation, et puis un programme de R&D qui s'appelle WISE. Et en plus, donc avec Laurent, on a piloté des projets coopératifs qu'on appelait TechGen 2 autour de quatre sujets qui sont donc la gestion des stocks, les AGV, AIV, AMR. Donc pendant 2 ans, on a accéléré la filière industrielle pour pour qu'ils puissent monter en compétence sur ces nouveaux moyens de production. Et puis Kobo, donc à peu près la même idée, donc accélérer la diffusion des Kobo au sein de la filière. Et puis un projet exotique qui était un peu plus typé électronique dans l'évaluation de machines de report de composants électroniques. Et puis un autre groupe qui tient depuis plusieurs années qui s'appelle Pléiade. Éolane, donc c'est une société française, un des leaders au niveau du service de solutions électroniques pour des professionnels. On travaille sur plusieurs secteurs de marché, donc si tu peux passer, voilà. Éolane, donc on fait à peu près 290 millions de chiffre d'affaires en 2020. On est à peu plus de 2400 salariés en France et à l'international. On a plus de 700 clients, beaucoup de produits différents, petites, moyennes et grandes séries. On a 12 sites dans le monde, vous le verrez juste après. Et puis on a un centre R&D composé d'environ 200 ingénieurs. Les 8 marchés sur lesquels on travaille, donc c'est la défense, l'automobile, engin roulant, l'industrie, le ferroviaire, le médical, l'énergie, la télécom et l'aéronautique spatiale. Et donc voilà où se situent les sites Éolane dans le monde. Donc on est sur 3 continents, 2 sites en Chine, un site en Estonie, 2 sites au Maroc, un site en Allemagne à Berlin. Et puis les principaux sites de production sont en France et donc regroupés en régions, 3 régions, une région ouest, une région est avec 3 sites et une région centre où on retrouve Angers et Cambrai. Merci. Donc là, il s'agit d'expliquer un petit peu ce qu'est ProLink, puisque c'est une innovation qui est vraiment en rupture sur le marché. Donc c'est le système qu'on a mis en place avec Éolane. Donc on va expliquer pourquoi la solution a été retenue. Et avant ça, c'est important de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un système de transfert à l'intérieur des lignes d'assemblage. Et la rupture consiste à passer d'un système de transfert séquentiel où les opérations sont obligées de se faire les unes à la suite des autres, à un système de transfert matriciel où de n'importe quel poste on peut aller à n'importe quel autre. Grâce à un principe de mobile programmable cobot. Donc on s'est inspiré de ce qui existait dans des AGV au sol, mais on les a miniaturisés et mis sur table dans un environnement machine qu'on a construit également, tout un écosystème pour faire des plateformes qu'on appelle des plateformes adaptatives. Donc on reviendra ensuite sur les intérêts pour les clients. Justement, c'est aussi l'objet de la présentation ce matin. Mais en 2 mots, il s'agit d'améliorer les ROI avec des systèmes qui soient standards, modulaires et flexibles, pour faire simple. On vient du monde de la machine spéciale, donc la machine à usage unique, je dirais. Et là, avec ProLink et l'Adaptive Machine Platform, on amène des machines qui sont réutilisables sur le marché. C'est ça l'ambition de ProLink. C'est une solution qui est entièrement développée dans le bassin angevin, donc par une équipe d'une 15aine de personnes et qui a démarré il y a environ 4 ans en R&D et qui est commercialisée depuis 18-24 mois. Donc on en est au début de l'histoire. Bon, on va basculer sur le format table ronde. En support, vous aurez à l'écran des vidéos pour montrer, pour des exemples de ce qu'on peut faire avec les AGV et Kobo, et en particulier quand on mélange les 2 solutions. Voilà. Donc merci Frédéric pour la transition. Aujourd'hui, sur des technos type Kobo, AGV, AMR, on est sur des solutions qui vont paraître relativement chères, entre guillemets. Donc, est-ce que ce ne sont pas, Olivier, des solutions entre guillemets riches par rapport à nos métiers, à notre filière? Alors, sans doute riche, oui, surtout dans la petite et moyenne série, puisqu'on travaille sur des produits, donc on fait
entre des ordres de fabrication allant de 100, voire moins, à 1000 produits par ordre de fabrication. Sur une année, on peut lancer des productions de 5000 pièces, donc c'est vraiment de la petite série, et c'est compliqué à automatiser parce que le retour sur investissement, il n'est pas simple. Investir dans des équipements sur ce type de produit, c'est compliqué. Nous, on est tombé sur un produit il y a 3-4 ans, complexe, lourd. Donc quand je dis complexe, il avait beaucoup de phases de process, plus ou moins compliquées, certaines très très simples d'un point de vue assemblage, qui demandaient plutôt des opérateurs, et d'autres beaucoup plus compliqués, qui demandaient de la précision ou des gestes très répétitifs. Et donc c'est là où on a décidé de mettre de la cobotique dans un premier temps pour fabriquer ce produit. La cobotique nous permettait de réutiliser ce cobot, parce qu'on n'a racheté qu'un cobot, pour faire différents process. Donc l'objectif sur ce produit, on avait plusieurs vissages à faire, on avait plusieurs dispenses de cordons de colle à faire, et donc on pouvait réutiliser les mêmes cobots. Le produit en question, il était compliqué aussi parce qu'en fait, donc même si on fabrique 110 produits par semaine sur ce cobot, en plusieurs phases. On a 4 phases qui seront coupées par des phases de polymérisation pour durcir les colles. Et donc chaque phase, on retrouvait un peu les mêmes process, le même vissage, les mêmes dispenses. Et donc l'objectif, c'était de trouver un moyen d'automatiser le changement de série ou le changement de produit. Parce qu'en fait, c'est comme si on avait 4 phases, c'était comme si on avait 4 produits différents, avec le même moyen, avec le même cobot. Voilà. Ok, merci Olivier. Donc Olivier a participé au groupe de travail au projet dont je parlais tout à l'heure. La ligne directrice de ce projet, c'était 3 usages, 3 outils, 3 localisations. On retrouve dans la façon dont ça a été transcrit chez Holland ces principes-là. Frédéric, est-ce que tu peux compléter sur toute cette partie flexibilité que vous apportez avec vos solutions en particulier et en complémentarité avec les cobots? Oui. La flexibilité, elle est essentielle. On le voit ici, là, le système. Elle est essentielle pour accueillir plusieurs produits différents sur la même machine. Donc, comme l'a expliqué Olivier, donc quand on fait de la petite série, 5000 pièces par an, industriellement, c'est pas grand-chose. Et il est impossible d'investir comme dans l'automobile sur une grosse ligne automatisée. Pour autant, il faut réussir à être compétitif en France. Donc la question, c'est comment automatiser sur des petits volumes et avec des ROI intéressants. Et sans flexibilité, c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que la plupart du temps, les clients et les industriels ne l'ont pas fait avant, c'est que c'était pas possible. Et là, ce qu'on amène, c'est de l'automatisation qui permet d'avoir des gains de productivité et à la fois la flexibilité qui va permettre de faire des produits différents sur la même machine. Donc vous pouvez faire le produit A le matin, un produit B complètement différent l'après-midi et toujours avec un haut niveau d'automatisation. Et la cohabitation de cette flexibilité là, de ProLink et des cobots qu'on voit bien ici, c'est complètement complémentaire puisque on va pouvoir, les cobots vont permettre d'automatiser des opérations qui sont répétitives ou qui demandent de la précision, donc qui sont difficilement faisables par un opérateur. Donc il y a une vraie utilité. Et il est aussi important de garder les opérations manuelles parce que tout n'est pas automatisable. Et du coup, le ProLink permet de faire le lien entre ce qui est automatisable et ce qui ne l'est pas. Et du coup, après, on va reparler des autres avantages après. Mais en tout cas, c'est très très complémentaire. Ça va très très bien ensemble. Bon, là, vous avez un exemple d'application avec un AGV dit de table, donc la solution ProLink. Il faut aussi se projeter sur des solutions classiques, des AGV AMR classiques, où on pourrait l'imaginer au sol ou autre. C'est vraiment ces solutions modulaires qui apportent cette adaptabilité et donc du coup l'optimisation des investissements. Jean-François, tu voulais compléter sur les AMR? Oui, quand on parle essayer de faire des investissements communs, on a la même chose sur la vidéo que vous voyez tout à l'heure en termes d'AMR.
où même AMR, on est capable d'avoir plusieurs top modules qui peuvent même éventuellement se changer tout seul en fait, et qui permettent pour un même outil de faire plusieurs cas d'usage en fait. Voilà, on parle plus de standardisation de moyens. Bon. On se rapproche d'une machine, on a appelé ça la machine universelle. Donc Frédéric, tu pourrais compléter cette notion d'universalité, ce qu'elle veut dire derrière? Oui, bah c'est toujours le même objectif, c'est de plus investir sur des moyens dédiés à usage unique, mais d'investir sur des moyens génériques qui vont être capables de s'adapter facilement à la diversité de production du client, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que c'est forcément une machine qui est coûteuse. Dans l'industrie, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est très facilement atteignable. Et donc pour un industriel qui fait 5000 pièces par an le produit A, 2000 pièces par an le produit B, etc., donc qui a un panel de produits extrêmement large, investir dans des sommes comme ça, c'est compliqué, enfin c'est voire pas possible, sauf si la machine est capable d'absorber toute cette diversité de produits. Et donc c'est justement la quête un petit peu de pas mal d'industriels dans la petite et moyenne série, c'est d'arriver à faire une machine universelle qui soit capable de fabriquer n'importe quoi. Et donc en ayant l'autonomie de faire les adaptations nécessaires pour passer d'un produit à un autre, au niveau des changements d'outils, des reprogrammations, et avec des temps d'immobilisation très courts, de l'ordre de quelques heures, voire la journée pour passer un nouveau produit. Parce que forcément, ça veut dire qu'il y a des changements de série très fréquents, donc il ne s'agit pas d'arrêter la machine 3 jours pour passer, pour pouvoir la configurer sur un nouveau produit. Donc c'est cet objectif-là de machine universelle. Alors c'est un Graal chez pas mal d'industriels, mais petit à petit, au fur et à mesure des nouvelles technologies, donc la cobotique, les AGV au sol, la ProLink, donc les MPC dans la machine, quand on arrive à combiner tout ça, toutes les technologies ensemble et le faire harmonieusement, on commence à se rapprocher justement de cet objectif-là qui est plus du tout inatteignable aujourd'hui. Et le projet qui a été fait il y a 2 ans chez Hollande s'en rapproche vraiment beaucoup. Justement, Olivier, c'est un point que tu avais pu pointer, la partie formation et donc l'implémentation des cas d'usage chez vous. Je pense que tu as quelques bons exemples. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Frédéric. C'est la petite série, mais c'est aussi de plus en plus des produits qui vivent pas très très longtemps, quoi. Il y a une trentaine d'années, les produits, quand on les lançait en production, c'était des produits qui pouvaient durer 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on ne sait pas, ça peut durer 5, 6 ans, 7 ans. Donc investir pour un produit qui a une durée de vie de 5, 6 ans, c'est juste pas possible, surtout en plus dans la petite série. Là, comment moi j'ai réussi à vendre à mon entreprise ce type d'application, c'est parce qu'on est parti avec un produit, mais je savais que derrière, j'allais pouvoir, avec le même Kobo, avec la même ligne, réutiliser tout le matériel pour d'autres produits. Le produit que vous voyez ici, ce n'est pas celui d'origine, c'est un deuxième. On en a mis un troisième depuis, et on a encore un petit peu de place par rapport aux quantités pour en mettre un ou deux en plus. Donc voilà, et cette ligne-là, demain, si ce produit-là s'arrête, on pourra toujours réutiliser les mêmes moyens pour faire autre chose. Voilà. Juste en changeant un petit peu les outillages. Alors, est-ce que tu le fais tout seul, Olivier? Alors, donc cette programmation, enfin la partie cobotique, nous on est totalement autonome à Angers. On a choisi la cobotique plutôt que la robotique, c'est ça un peu ta question. On a choisi la cobotique plutôt que la robotique parce que la robotique c'est compliqué à intégrer dans une ligne de fabrication. Nous on n'est pas des intégrateurs, on est des fabricants de cartes électroniques. L'avantage de la cobotique c'est que le Kobo il est plus simple à programmer, enfin un petit peu plus simple à programmer. Ça reste toujours compliqué quand il faut rentrer dans la partie communication. C'est pour ça qu'on avait nous embauché un jeune ingénieur passionné de cobotique qui nous permet d'être autonome sur toute la partie programmation. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais. On était sur la formation, la machine universelle et la capacité à implémenter facilement des nouveaux produits, des nouveaux usages. Donc formation, d'un point de vue formation, oui, on a embauché un apprenti ingénieur qui nous a permis de devenir autonome sur la partie cobotique.
Ah, du coup, je vais rebondir sur ce que Frédéric pointait. On appelait ça le mot, je ne sais pas s'il est encore dans déjà dans Wikipédia ou dans les dictionnaires, scalabilité. On parle souvent de ce mot pour les volumes, mais du coup, sur ce que pointait Frédéric, ça va être, et Olivier, ça va être l'intégration de nouveaux produits, ça va être l'intégration de nouvelles fonctions par les machines sur les lignes de fabrication. Ça va être l'ajout d'opérations de contrôle, par exemple, sur les lignes, quand vous avez un problème qualité, comment trouver une solution. Frédéric, est-ce que tu peux mettre en avant l'intégration, par exemple, de vos machines, la facilité d'intégration de vos machines, rajouter un module, 2 modules, 3 modules? Oui, ça a été vraiment conçu dans ce sens-là. Alors, juste pour un petit contexte, remettre un peu ça dans le contexte, quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, les habitudes d'investissement étaient simples. Un industriel, il avait un nouveau marché, un capacitaire visible, il achetait son équipement, il allait faire sa production sur toute la durée, et puis après, il se passera ce qui se passera. De toute façon, la machine était amortie. Aujourd'hui, les projets qu'on voit arriver ne sont plus du tout comme ça. L'industriel a toujours un nouveau produit à industrialiser, à fabriquer, sauf que les volumes ils sont complètement incertains et comme le disait Olivier, la durée de vie du produit encore plus. Ils ne savent pas si ça va durer 2 ans, 3 ans, 5 ans et ils ne savent pas le ramp-up, est-ce que ça va partir en flèche comme ça ou est-ce que ça va stagner pendant 2-3 ans avant de repartir. Donc ce qu'on voit de plus en plus, c'est des projets scalables, scalabilité, alors c'est un truc anglais, je n'ai pas trop de traduction ou modulaire on va dire, si on peut traduire en français. Et l'objectif, il est simple, c'est limiter, voire éliminer le risque industriel. C'est-à-dire se retrouver dans une position à devoir investir des sommes d'argent assez conséquentes et devoir me jeter la machine 1 an après. Ça, c'est déjà vu, hein, c'est pas une blague. Donc on a conçu ce produit justement pour que chaque morceau soit complètement indépendant et qu'on puisse commencer avec une configuration minimale, simple, basique, peu coûteuse, rapide à mettre en route, adaptée au premier produit, à la première situation. Ça va être des pièces de série, des pièces de prototype représentatives de la vie série, des choses comme ça, pour investir dans la configuration la plus simple. Et petit à petit, rajouter des process, rajouter des capacités de production pour accompagner le ramp-up. Donc c'est ce qui a été fait avec Olivier. La ligne a été livrée dans une configuration donnée pour un produit et se sont ajoutés au fur et à mesure des nouveaux produits, des nouveaux process. Et puis si demain il faut augmenter le capacitaire, on peut augmenter le nombre de MPC. Tout est modulaire dans tous les sens. Donc ça aujourd'hui c'est vraiment fondamental sur le marché. Si on continue dans le scalable, on a à peu près la même chose sur les AMR, où là par exemple on a un outil, un top module, je dirais, un petit chariot qui a été fait directement dans l'usine. On est sur de l'ergotube. Aujourd'hui, il correspond à un cas d'usage. Demain, si on a envie d'en refaire un, ça ne coûte pas grand-chose. L'industriel est autonome, il est capable de le faire. Si les flux augmentent, rien n'empêche d'acheter 1 ou 2 ou 3 autres AMR comme ça. On est vraiment sur un produit standard, hein, donc ils vont être capables d'aller attraper ce petit chariot qui a été fabriqué par l'industriel, qui n'est peut-être pas aujourd'hui très côté logistique, je dirais très optimisé. On est sur une surface assez grande par rapport au bac qu'on met dessus. Mais il fait son boulot, il a été conçu en interne, et puis on peut l'améliorer, on peut en refaire un, on peut en avoir plusieurs différents, et derrière le moyen qui a vraiment coûté quelques dizaines de milliers d'euros, qui est l'AMR, on peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs, toujours avec ces mêmes top modules. Donc au potentiel d'augmenter le capacitaire et puis de changer de cas d'usage. Donc on a vraiment basculé d'investissements dédiés ou très focalisés sur un produit vers des investissements mutualisés. C'est vraiment ça. Et la combinaison, le combo AGV, AMR et Kobo offre vraiment des grosses perspectives par rapport à ça, qui plus est avec on va dire des contraintes de sécurité, je le dis avec beaucoup de précautions, qui sont moindres, on va dire, d'un point de vue physique. Il y a beaucoup de contraintes d'un point de vue anticipation, conception des cellules pour prendre en compte ces contraintes de sécurité. Sur la mise en place opérationnelle derrière, c'est moins lourd. Mais encore une fois, je ne veux pas limiter la partie sécurité, surtout pas sur ces sujets-là.
Alors, un autre thème qui permet d'optimiser le ROI et dont on parle un peu moins, c'est la réduction des temps d'attente et des surfaces qu'offre ce type de moyens. Olivier, je pense que l'exemple que vous avez pratiqué est très caractéristique. Oui, aujourd'hui, nous dans la petite série, on a plutôt tendance à travailler par îlot. Donc on amène le produit, l'opérateur amène le produit dans des îlots où on va travailler une opération, 2 opérations, 3 opérations. Et puis quand ces opérations-là sont faites, eh bien on amène tous les produits qu'on vient de faire à un autre îlot, etc., etc. Donc ça prend de la place dans l'atelier, ça fait beaucoup de déplacements des opérateurs. Là, avec cette nouvelle ligne que vous avez vue là, en fait c'est le produit qui vient à l'opérateur ou qui vient au cobo. Et donc en fait on est plus dans du flux tiré, ce qu'on a du mal à faire dans la petite et moyenne série. Là, grâce à cette opération, on n'a que 6 MPC, donc on n'a pas le choix que de produire en flux tiré. Et donc c'est un gros avantage pour améliorer le temps de traversée de nos produits. Voilà. Frédéric, peut-être quelques bons exemples aussi sur l'optimisation des surfaces et autre que ce cas-là. Oui, bah, je pense après c'est plus de manière globale. Optimisation des surfaces. La machine telle que vous la voyez, elle n'est pas forcément beaucoup plus petite qu'une autre machine. Voilà, elle a une taille normale de machine. Par contre, la surface, elle se gagne vraiment sur la mutualisation de l'équipement. J'ai un autre exemple en tête là, qui a été fait chez Valeo, pas très loin d'ici, où la même machine va permettre de faire 2 produits différents sur la même machine du coup, et éviter au client de réinvestir dans une autre petite machine à côté et de remobiliser des surfaces d'atelier pour le produit B. Donc parce qu'on va être capable de le fabriquer sur la première. Donc la machine en tant que telle, je pense qu'elle va être toujours à peu près de la même surface. Par contre, comme elle est capable de faire plus de choses, on va optimiser son utilisation et du coup faire des gros gains de surface à côté. On voit beaucoup dans le principe des lignes dédiées, notamment dans l'EMS, beaucoup de lignes dédiées à un produit, ligne A, produit A, ligne B, produit B, etc., qui prennent une place folle. Et quand on regarde le taux d'utilisation des lignes, il est très faible. Donc vous avez beaucoup de surfaces occupées, des lignes qui sont sous-utilisées, des process qui sont dupliqués à droite à gauche, donc plus de maintenance, plus d'investissement. Et voilà, l'optimisation, elle se fait vraiment sur la mutualisation de l'équipement. On vous a beaucoup parlé, on va dire, des gains et de ce qu'on peut prendre en compte dans les dossiers d'investissement et le ROI associé. Il y a un élément support qui est important, dont on a parlé, ce sont les changements de version. Avec ces solutions, notamment les AMR qui apportent les produits au poste de travail, donc ça facilite ces changements de version. Par contre, il y a des choses à bien prendre en compte dans la conception des cellules. Olivier, si tu as quelques exemples à prendre par rapport à ce que vous avez pu pratiquer, notamment les nombreux cas d'usage que vous avez avec les cobots. Alors nous, on a 3 produits qui passent sur ces cobots. On a sur les différents produits, comme vous le voyez là, alors sur ce produit-là, on a plusieurs opérations sur des cobots sur 2 cobots différents. C'est un peu toujours les mêmes opérations. Sur d'autres produits, en fait, le produit vient plusieurs fois au cobot pour des opérations différentes. Une fois pour du vissage, derrière après c'est pour de la dispense. On peut faire aussi du placement. Si on n'avait pas la communication entre la ligne et le cobot, on serait obligé de faire du changement d'outillage, du setup en manuel, donc faire appel à un opérateur. Donc ça prendra un temps fou. Là, l'avantage de cette ligne, c'est qu'aussi le MPC parle avec le cobot via l'automate de la ligne, en fait. Hein. Et bien, en fait, demande à... C'est pourquoi le MPC sait pourquoi il arrive au cobot et demande au cobot de lancer telle opération en fonction de la gamme de fabrication qui a été définie par nos ingénieurs méthodes. Frédéric, vous aussi, vous avez grandement pris en compte cette contrainte de changement de version au niveau du MPC ? Oui, c'est comme on l'a expliqué tout à l'heure, le changement de version il doit être le plus simple et le plus rapide
possible. Donc c'est quelque chose qu'on a pris en compte dans le design du produit dès le début, notamment grâce à la communication avec les différents environnements de la machine, donc l'automate, les différents cobots, pour que les informations circulent au fur et à mesure des produits, quoi, et que les changements de série se lancent en automatique ou en manuel en fonction de la conception de la machine. Oui, ça fait partie intégrante du produit. Y compris la communication avec les ERP par exemple, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire pour accélérer les changements de version? Alors oui, ça se fait pas tant au niveau du produit en lui-même que plutôt au niveau de l'intégration automatisme de la machine. C'est-à-dire la capacité de l'automate à communiquer avec le ERP, récupérer les informations en automatique de la gamme d'assemblage et les transférer vers les différents éléments de la machine, dont les systèmes de circulation là, comme le ProLink ou les trajectoires process des cobots, etc., etc. Donc il y a toujours un chef d'orchestre dans la machine, c'est l'automate. Ça changera, je pense, pas tout de suite. Et ça veut aussi dire quelque chose, c'est-à-dire que la machine, elle est de moins en moins mécanique et de plus en plus programmée. Donc ça veut dire que les compétences sont plus tout à fait les mêmes, elles évoluent aussi, et il y a le travail d'automatisme et d'informatique industrielle, il est de plus en plus important dans la machine pour la rendre communicante justement et lui permettre de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Je précise aussi que donc les MPC, là, les petites navettes qu'on voit là, elles communiquent aussi avec nos postes opérateurs, parce qu'on a aussi sur cette ligne 4 postes opérateurs, et donc on communique quand elle arrive, déclenche sur nos écrans la gamme de fabrication que doit suivre l'opérateur. Donc il y a aussi une communication pour les opérateurs, pas que pour les cobots. Ça affiche automatiquement la gamme. Merci. Alors, si on veut conclure, je vais essayer de relancer la vidéo parce qu'il y a comme un... Ah, c'est bon. Les fabricants souvent nous disent que le ROI, on l'a en moins de 2 ans en tout cas sur les MR. J'ai même vu des fois jusqu'à 6 mois. C'est sûrement valable pour les grosses entreprises. Là, ce qui est intéressant, c'est que même sur des petites séries, on peut avoir un ROI rapide. Par contre, ça a nécessité vraiment de la prise de recul sur le projet pour globaliser l'investissement sur plusieurs productions. Donc, petite série, mais on a plusieurs cas d'usage. Il faut que les produits, donc on va avoir un gain aussi sur la manière dont on va gérer les flux. On parle aujourd'hui de One Piece Flow par exemple, là où on a aujourd'hui par exemple des petits trains qui vont emmener énormément de pièces au même endroit en même temps. Un AMR ne sera pas forcément apte, à être rentable juste en remplaçant le petit train, mais par contre on peut avoir aussi un ROI en faisant des plus petites séries et donc en mobilisant moins d'investissement au même endroit et en envoyant en fait les pièces une par une. On a ça, donc mutualiser les investissements, voilà ce qu'on a dit et répété, et puis avec des outils qui sont capables de changer d'outils tout seul. Et avec des outils même qu'on peut, dans l'extrême, fabriquer, que les industriels puissent fabriquer par eux-mêmes. Voilà, donc c'est ce qui offre de la flexibilité aux usages. Avant de rentrer sur une phase de questions-réponses, si vous en avez, on avait un dernier exemple, ou un dernier sujet, c'est de prendre le sujet le plus en amont possible. Donc quelque part que le process des produits, le process pour la fabrication des produits impose des règles au niveau de la conception du produit. C'est habituel dans certaines filières, par exemple l'auto, c'est un peu moins présent dans l'électronique. Donc Olivier, tu avais un bon exemple, on va dire, de contrainte au niveau de la conception du produit qu'a imposé le process. Oui, en fait, on a des ingénieurs R&D chez Hollande qui développent des produits pour des clients ou des produits propres. Et on a tendance, chaque ingénieur a sa petite recette, choisit ses matériaux, ses vis, etc. Et grâce à cette ligne, en fait, on a un peu forcé le destin ou forcé nos DFM, pas en obligeant, mais en sensibilisant les ingénieurs à essayer de réutiliser les mêmes matériaux, les mêmes vis, etc.,
pour que nous, on puisse réutiliser les mêmes, nos mêmes outillages, etc. sur cette ligne de fabrication. On a un magasin d'outillage qui est aujourd'hui conséquent. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête, quoi. Donc là, aujourd'hui, le produit que vous avez vu là, en fait, il a été redesigné. C'est un produit client, mais qui a été designé à l'époque par Eolan et qui se fabriquait manuellement. Il a été redesigné pour pouvoir passer sur cette ligne et pouvoir réutiliser des mêmes cols et des mêmes vis que sur un autre produit. Merci pour l'exemple. C'est pas toujours évident à faire, mais quand c'est possible. Ça change la culture dans notre Ça change filière. un petit peu, oui. Ouais, le DFM, Design for Manufacturing, dont tu as parlé, Olivier. Voilà, cette table ronde se termine. On vous propose un jeu de questions-réponses. Si vous en avez, je peux apporter le micro. N'hésitez pas, vous avez autour de la table des concepteurs, des usagers. Nous-mêmes, nous avons accéléré cette mutualisation des investissements. Dans tous les cas, on vous remercie pour votre attention.